Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions ensemble mieux comprendre notre futur. Avez-vous déjà entendu parler du B2B, Business to Business, autrement dit entreprise à entreprise, ou encore du B2C, Business to Customer, soit entreprise à client? Ce sont les deux types d'échanges commerciaux qu'une entreprise peut effectuer. Soit son offre s'adresse à des entreprises, soit elle s'adresse à des clients particuliers. Eh bien, je vais vous introduire un nouveau terme, le M2M, machine à machine. Alors, qu'est-ce que le monde du M2M? Pour bien comprendre, il faut prendre un peu de recul et réfléchir à l'évolution de l'Internet lui-même, dans laquelle on peut distinguer trois étapes. La première étape correspond à la phase où l'Internet était un moyen de recueillir des informations. La seconde étape d'Internet est celle que nous vivons en ce moment, et c'est la phase des réseaux sociaux. Nous sommes en mesure de créer de nouvelles communautés sur Internet qui n'auraient pas pu exister auparavant, regroupant des personnes réparties sur l'ensemble de la planète et de tous les âges. La troisième étape, nous ne l'avons pas encore vécue, et c'est en quelque sorte une mise au défi d'imaginer à quoi le futur ressemblera. Mais je crois que la troisième étape concernera les paiements de machine à machine activés par Internet. Alors, si l'on pense à Internet d'aujourd'hui, les conditions de paiement sont assez bancales. Vous devez charger une carte de crédit pour le paiement en renseignant les numéros qui sont marqués dessus. Parfois, vous devez confirmer avec un code reçu par SMS. Il y a donc des frais importants associés à cette vérification et cela comporte toujours un risque de subir une escroquerie. Ce système n'est pas très sécurisé et toutes ces entreprises sont susceptibles d'être piratées et les informations liées à votre carte de crédit peuvent être revendues, voire pire, si un lien peut être établi avec votre compte bancaire. Sans oublier qu'il est impossible de le faire pour une toute petite transaction. Imaginez devoir faire tout cela pour une transaction de 5 cents. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Ce système est donc relativement maladroit et souffre de graves contraintes en termes de paiement sur Internet. Donc oui, nous pouvons payer des choses avec des cartes de crédit, un compte bancaire, par virement et d'autres méthodes. Mais c'est très difficile de s'assurer que ce paiement est fait en bonne et due forme. Cela devrait être fluide dans les deux sens, mais la technologie d'aujourd'hui n'y est pas encore. Cependant, c'est intéressant. Encore une fois, si nous regardons à l'époque où le World Wide Web a été développé, au début des années 90, les développeurs supposaient simplement qu'il y aurait une monnaie numérique. Ainsi, les recherches sur la monnaie numérique ont débuté dans les années 1980. Il existe donc un recul assez important sur ces questions qui ont pu être anticipées. Il s'avère donc que les protocoles conçus pour tous les navigateurs web modernes ont quelque chose qui s'appelle le HTTP 402. Maintenant, vous êtes probablement en train de vous dire « Je n'ai jamais entendu parler d'un protocole 402, mais je connais le protocole 404 qui s'affiche lorsqu'un site est introuvable. » Le protocole 402 est construit de manière assez similaire, mais correspond à un mécanisme de paiement. Si dans les structures que nous utilisons aujourd'hui sur Internet, il est concevable de faire des paiements de machine à machine, puisque nous avons le protocole 402, cela pourrait devenir réalisable par l'utilisation des portefeuilles de crypto-monnaies. Alors, pensez-y un peu. Vous montez dans un Uber avec un ami. Vous décidez d'aller dans un restaurant. Et sur le trajet, vous répondez à un bref sondage. En répondant à cette enquête, vous vous faites payer pour cela 2,50 $. Peut-être que vous faites cela à deux. Et donc cela fait 5 $. C'est suffisant pour payer le Uber. Cette idée selon laquelle nous pourrions essentiellement offrir certaines de nos données et être payés pour cela, puis utiliser ce paiement pour payer autre chose, valoriserait ce que les GAFAM nous volent actuellement à notre insu et en tirent l'essentiel de leurs revenus, nos données personnelles. Donc, plutôt que de se faire voler nos préférences par des algorithmes, nous pourrions consentir à ce que ces algorithmes recueillent ces données et être payés pour ce consentement, ce qui serait une juste compensation de ce recel de données. Par analogie, pensons donc un peu au courrier électronique. Le courrier électronique est incroyablement inefficace, parce qu'il est gratuit, et tout ce qui est gratuit va être surutilisé. Il y a de fortes chances pour que 50% des emails qui arrivent dans votre boîte mail n'aient aucune utilité, et soient supprimés sans même être lus, ce que l'on appelle du spam. Pensez à un autre modèle, où il y a un coût à l'envoi d'un email. Il y a un coût pour tout le monde. Vous le fixez à un niveau bas pour que les utilisateurs qui vous intéressent puissent facilement vous envoyer un email,
mais c'est à vous de choisir pour l'ensemble des utilisateurs. Ainsi, par exemple, vous pourrez avoir une règle selon laquelle, pour atteindre le sommet de votre boîte de réception, vous fixez un prix élevé, pour dissuader les sollicitations qui ne vous intéressent pas. Et l'entreprise la plus motivée à payer ce prix atteindra le sommet de votre boîte de réception. Cela peut être 10 $, 100 $. Et peut-être que ces entreprises sont des personnes qui vont réellement vous vendre ce que vous voulez. Mais ils vous paient directement. Et ce système le permet. Alors pensez aux 10 $ pour atteindre le haut de votre boîte de réception. Puis, si vous ouvrez l'email, 10 $ supplémentaires. Et si vous cliquez sur un lien, il y a un autre paiement, etc. Donc, cette idée, selon laquelle le courrier électronique n'est plus gratuit, élimine le spam et permet aux gens de gagner de l'argent à partir de leur profil et de leurs préférences, ce qui, jusqu'à présent, est l'apanage des GAFAM, qui vous dérobent ces données avec un consentement tacite par défaut. Et quand je dis, si vous cliquez sur le lien contenu dans l'email, vous avez un paiement en plus. Eh bien, l'on parle de l'utilisation du web, qui est également très inefficace, car il est aussi gratuit, et les gens abusent de celui-ci, notamment avec le déni de service, qui est un type d'attaque informatique qui se produit très souvent. Encore une fois, si vous avez défini un prix à chaque clic, cela rend l'attaque très coûteuse. Revenons à Google et à Facebook, qui ont un oligopole sur la publicité en ligne, environ 85% de l'ensemble de la publicité en ligne. Alors en gros, que font-ils? Quel est leur modèle? Ils collectent les informations vous concernant vos préférences, puis ils les vendent à un annonceur. L'annonceur qui paie essentiellement Google ou Facebook. Le consommateur, lui, n'aura rien. J'ai un exemple de certains Google AdWords et de l'annonce la plus chère qui coûte plus de 900 $ l'AdWord. Alors, vous faites une recherche sur ce thème. Vous cliquez sur le lien et après avoir cliqué sur le lien, automatiquement, l'entreprise envoie à Google plus de 900 $. Et vous, qu'avez-vous obtenu? Rien. Ok, donc cela est durable selon vous? Non, je ne pense pas. Ce dont je parle ici, c'est de se débarrasser de la couche intermédiaire, qui est ici Google et Facebook. Cela perturbera certainement leur modèle commercial, mais in fine, ce sera vous qui serez propriétaire de vos propres données, et vous pourriez monétiser vos propres données. Les implications de ce monde M2M sont vastes, mais certains prérequis sont encore nécessaires. Imaginez ce monde comme un monde où les micro-paiements sont possibles car les coûts de transaction sont presque nuls. Voilà le prérequis essentiel. Ce monde du M2M permettrait également de créer de nouveaux actifs et de créer de nouveaux business models, puisque un utilisateur ou un actionnaire pourrait investir dans 10% d'une tour de téléphonie mobile, ce qui contribuerait à densifier le réseau ou développer le réseau dans les pays en développement par exemple, que ce soit pour la téléphonie mobile, pour Internet ou tout autre type de service. Et chaque voiture ou chaque utilisateur qui passe devant la tour effectue un tout petit paiement pour l'utilisation de la tour. Et ensuite, il y a un paiement aux actionnaires de la tour. Et donc, dans ce monde, tout, audio, vidéo, tout sera payant, mais au prorata. Si vous regardez 5 minutes d'un film, alors vous payez pour 5 minutes d'un film. Cela change l'approche totalement pour tout ce qui est voyage, location, informatique, stockage de données, l'économie en général. Ce sont de nouveaux actifs, de nouveaux business models, de nouveaux méthodes de paiement en temps réel. C'est ça le monde du M2M, rendu possible par la blockchain et les technologies de la crypto-monnaie. Je pense donc qu'il y aura à la fois des bouleversements technologiques, des révolutions sociales et sociétales, mais aussi des bouleversements réglementaires. Il est déjà vrai que l'UE s'intéresse au cas de ces entreprises, qui prennent essentiellement vos données et ensuite les revendent au plus offrant. Je pense donc que les régulateurs vont à l'avenir compliquer la tâche de Facebook et de Google. Ces idées sont déjà en train de germer et se concrétisent notamment avec Earn.com, qui fait partie de Coinbase et qui dispose déjà d'un système où vous pouvez envoyer un message à quelqu'un, mais vous avez besoin de payer pour cela. Ils ont également une méthode où vous êtes payé pour aller lire certaines publicités et certains documents de recherche. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais mon objectif dans cette vidéo est de vous donner un aperçu de la direction que nous pourrions prendre pour envisager un Internet 3.0. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs. À bientôt pour une meilleure vidéo sur les outils de demain.